Bonjour Nicolas Moinet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nicolas Moinet, vous êtes professeur à l'IAE de Poitiers, Université de Poitiers. Vous êtes spécialiste d'intelligence économique. Il faut qu'on sorte de la naïveté sur le sujet de l'intelligence économique. Eh oui. C'est votre cheval de bataille, voilà, académique. Vous venez de publier Les Sentiers de la guerre économique, donc collection indisciplinée, voilà, intitulé, c'est le tome 2. Soft Power. Le tome 1, c'était l'école des nouveaux espions, et tout ça nous annonce un tome 3 pour une souveraineté retrouvée. Tout à fait. Soft Power, avec un S. Alors, c'est ce que j'allais dire. Soft Power, avec en plus un S rouge, voilà, sur la couverture. Pourquoi avoir mis les Soft Power ? Alors, avant de répondre, juste une petite remarque. Effectivement, on ne fait pas toujours attention en fait, au pluriel. Un ami me faisait remarquer récemment que dans Star Wars, on l'a toujours traduit, surtout les anciennes générations qui ont connu les premiers Star Wars, par la guerre des étoiles. Et Star Wars, c'est les guerres de l'étoile. Et quelle est l'étoile ? Est-ce que c'est l'étoile noire ? Est-ce que c'est le Jedi ? C'est pas tout à fait le même sens. Donc, il faut toujours faire attention au pluriel. Pour revenir à notre sujet, oui, les soft powers, parce qu'il y a plusieurs manières de faire du soft power. Il y a la manière la plus connue qui est le rayonnement ou l'influence culturelle, mais il y a aussi ce qu'on appelle, on y reviendra peut-être, le smart power et puis le sharp power, ce que font par exemple les Russes aujourd'hui en attaquant l'image, la notoriété, par exemple de la France en Afrique. Oui, alors pour être très clair, peut-être une définition du soft power, mais très clairement dans votre esprit, c'est le soft power US. Oui, d'abord, ce sont les inventeurs du concept, Joseph Nye, et puis donc le soft power, c'est un pouvoir. Donc c'est l'objectif du pouvoir, évidemment, c'est de dominer. Donc il peut y avoir un rayonnement culturel qui n'est pas nécessairement avec une orientation soft power. Le soft power, bien sûr, va se nourrir notamment du rayonnement culturel, du rayonnement académique, d'un certain nombre d'éléments intangibles, d'images. Oui. Mais c'est bien une logique de pouvoir. Donc qui dit pouvoir dit confrontation. Alors, question quand même, comment on en vient à travailler ? Peut-être juste pour introduire cet échange aussi, comment on en vient à travailler sur la guerre économique dans votre cas ? Alors d'abord parce que j'ai rencontré... Il y a une affaire derrière. Ah oui, alors il y a une affaire. J'ai rencontré d'abord Christian Arbelot qui... Voilà, ça a été une rencontre très souvent. On est je dirais, attiré par un prof. Et puis ensuite, effectivement, une des premières affaires sur lesquelles j'ai travaillé, c'est le cas Gallo-Montagnier, qui est un cas absolument incroyable, qui est, je vous le rappelle, en fait, la découverte du virus du sida, donc par une équipe française, l'équipe de Pasteur CNRS, donc de Luc Montagnier. Et puis, devant, comme vous savez, Publish or Perish, va devenir Publish and Perish. C'est-à-dire, je dois publier dans des revues anglo-américaines, Science et Nature. Comment je fais ? Lorsque je suis un petit Français à l'époque, eh bien, je passe par le grand mamamouchi qui s'appelle Robert Gallo, l'Américain, qui avait découvert le HTLV3, notamment, le rétrovirus. Et donc, je passe par lui. Et lui, il voit tout de suite l'intérêt, finalement, de m'aider, de coopter dans les réseaux de publications internationales. Mais, comme il voit aussi l'enjeu économique, il a tendance à modifier un petit peu les articles scientifiques, les résumés, et il va établir, en fait, il va quelque part forcer la main aux Français pour établir un lien entre sa paternité à lui, sa découverte précédente, et le virus du sida. Ce qui fait que petit à petit, le Français est évincé, et l'Américain s'arroge la paternité, et les tests de dépistage du sida vont aller, évidemment, du côté américain. Alors, ce n'est pas nous, Français, qui, étant mauvais joueurs, le racontons. C'est les Américains eux-mêmes, donc notamment des journalistes du Chicago Tribune, parce que vous savez, aux États-Unis, tout est très politique. Robert Gallo était républicain, le Chicago Tribune est démocrate, qui vont démonter l'affaire, faire une investigation qui va aller jusqu'à l'Office d'intégrité scientifique américain, qui est installé à l'époque au Congrès, et qui va démonter effectivement la supercherie, la tromperie. Il y aura des accords franco-américains, il faudra attendre des dizaines d'années avant que Luc Montagnier soit décoré, se voit décerner le prix Nobel de médecine. Alors, c'est une des grandes originalités de votre ouvrage, c'est que vous prenez thématique après thématique, voilà, des exemples concrets, très concrets. Que j'ai vécu en général. Dans ce cas précis, j'ai rencontré Luc Montagnier qui m'a raconté l'histoire. Et c'est là que j'ai compris que voilà, le publish and perish, il fallait s'en méfier. Et que bien sûr, c'est important de publier dans des revues internationales, évidemment. Mais ne survalorisons pas les revues internationales au détriment des revues francophones qui sont
tout aussi qualitative. C'est pas parce que c'est pas en anglais que c'est pas bien. Vous allez plus loin, hein, c'est page 129, hein, la course aux étoiles. Vous dites même, est-ce qu'il ne faut pas s'en libérer? Parce que c'est un enjeu de soft power. Et le problème du soft power, c'est qu'on ne sait plus où ça commence, on ne sait pas où ça finit, mais on est enfermé dedans, on est paralysé. Exactement. Dans la course aux étoiles, c'est cette idée du ranking, de absolument publier dans une revue qui est classée, qui est reconnue, ce qui d'ailleurs est un cercle vertueux pour la revue, parce que plus il y a de gens qui veulent être dans cette revue, plus ils la citent, plus elle est citée, plus elle est importante, etc. Plus elle attire des auteurs, etc. Alors que la vraie question, c'est celle du sens. C'est-à-dire, lorsqu'on est chercheur, lorsqu'on est enseignant-chercheur, on est payé par le contribuable, on est payé par une nation, certes pour faire progresser la connaissance de manière générale, mais enfin aussi quelque part pour faire progresser son pays. Est-ce que publier dans des revues qui ne seront pas nécessairement lues dans son pays, ou pas lues en tout cas par le monde socio-économique, c'est toujours une bonne chose? Non, ça veut dire donc qu'il faut arrêter d'être dans une mono-évaluation de la recherche, ce qui est le cas quand même globalement en France aujourd'hui, où il faut avoir absolument publié dans des revues classées, essentiellement américaines, où les livres n'ont quasiment plus d'importance, où le travail fait avec le monde socio-économique n'a quasiment plus d'importance. Ça, c'est un enfermement cognitif, mais qui n'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que les Américains, ils ont une vraie stratégie derrière. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est un pays qui attire les cerveaux. Ouais, c'est la raison aussi pour laquelle Harvard est toujours en tête de tous les classements, quel que soit le classement. Tout à fait, ça risque pas de changer avant longtemps. Alors, une multitude d'entrées, je disais, hein, évoquées à la première personne, parce qu'on sent le désir de susciter l'intérêt, et j'ai débuté comme ça cet entretien. Il faut sortir de la naïveté sur la question du soft power. Le soft power, ça crée une camisole de force qui nous paralyse, c'est-à-dire qui nous tétanise même. Tout à fait. Alors, à la première personne, une petite précision, donc c'est mon côté un peu, je dirais, Montaigne. La première personne, parce que je est un autre, comme disait Rimbaud. C'est-à-dire que par la première personne, l'idée, c'était de faire entrer le lecteur dans ma boucle ODA ou d'entrer dans la boucle ODA du lecteur, c'est-à-dire qu'il se mette à ma place quelque part pour comprendre ce qu'est la guerre économique. Parce que la guerre économique, c'est quelque chose d'assez insidieux, qui est souvent caché dans la lumière. La même chose pour l'encerclement cognitif, ça ne se voit pas nécessairement. Et pourtant, moi qui suis un fan de football, aujourd'hui je regarde la Ligue 1 Uber Eats sur Amazon Prime. L'encerclement cognitif est là. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Donc en fait, il faut être conscient de ça. Mais la prise de conscience n'est pas toujours évidente. Pourtant, cette guerre économique, elle est partout. Même pour venir ici, je vous prends un exemple, je suis venu ici en métro. Est-ce que vous savez, Jean-Philippe, pourquoi les métros roulent à droite alors que les trains roulent à gauche? Non. Eh oui, vous avez remarqué, quand vous les attendez, ils arrivent de la gauche parce qu'ils roulent à droite. Eh bien, c'est parce que Fulgence Bienvenue avait cette conscience de la guerre économique. Et pour faire rapide, pour vous raconter l'histoire, une fois que le métro a été construit pour l'exposition universelle de 1900, la peur de ceux qui avaient financé le métro, c'était que ce métro soit récupéré en fait par les grandes compagnies privées. À l'époque, c'était les grandes compagnies privées de trains qui roulaient à gauche. Donc, a été demandé à Fulgence Bienvenue de rendre toute interconnexion impossible avec le train. Donc rail plus petit, rame plus petite, et on change le sens de circulation. Ce qui fait que la prédation, on va dire, possible des compagnies privées, à une époque où il y avait beaucoup de scandales financiers, en plus je vous rappelle, de 1900, Paris s'appelle Paname, parce que Paname c'est le scandale de Panama, du canal de Panama. Eh bien en fait, il y avait cette conscience qu'en fait il faut se protéger des prédations parce qu'on est en guerre économique. Donc voilà, vous avez l'explication maintenant pourquoi il n'y a pas le même sens entre les trains et les métros. Dernier point, parce que malheureusement, on peut pas traiter de tout, mais évidemment, vous avez évoqué Chine d'un côté, Russie, États-Unis, donc des enjeux géopolitiques majeurs. Voilà. Et on ne conçoit pas le soft power de la même manière. C'est-à-dire qu'à la limite, on ne parle même pas de soft power dans certains cas. Voilà. Et ça touche notre quotidien. Moi, un exemple que j'aime beaucoup, c'est les véhicules électriques. Aujourd'hui, avoir un véhicule électrique, c'est la panacée. Il faut absolument en avoir. D'où ça vient? Ça vient de lois qui ont été prises notamment, comme vous le savez, dans les instances européennes, mais qui ont été prises sous l'influence du club dit 16 plus 1. Donc 16, c'est 16 pays européens, plus 1, c'est la Chine, qui a fait en sorte que cette loi, donc l'interdiction des véhicules thermiques à l'horizon 2030-2040, donc soit remplacée par des véhicules électriques. Mais qui va fabriquer les véhicules électriques? Où sont les batteries? Où sont les minerais stratégiques? Où sont les brevets? Ils sont en Chine. Donc en fait, c'est un enfermement cognitif d'une part, normatif, mais c'est un enfermement industriel. Et il va être très compliqué pour les constructeurs européens, Carlos Tavares donc, est le premier à le dire, de se sortir en fait de cet enfermement.
On mesure l'ampleur des enjeux. Le 3e tome, ce sera pour une souveraineté retrouvée. Donc, il faut vite lire le 2e tome avant que sorte le 3e. Et on redécouvrira, on rappellera aussi que Michelin est un bon exemple d'une capacité quand même. On n'est pas forcément mauvais en France. Il nous reste 30 secondes pour en parler. 30 secondes. Allez, 30 secondes. Michelin est une entreprise extraordinaire. Pour moi, c'est une des plus belles entreprises en termes d'intelligence économique. Début du XXe siècle, le pneu. Mais il faut développer le marché automobile. Comment développer le marché automobile? Il faut que les gens roulent. Comment faire en sorte qu'ils roulent plus? Eh bien, Michelin crée des cartes routières qui n'existaient pas jusque-là, finance les panneaux de signalisation, on en trouve encore quelques-uns en ciment, et puis en terre aussi volcanique, pour indiquer évidemment les directions et les kilométrages, et puis fait un guide rouge avec des hôtels et des restaurants pour s'arrêter, qu'il offre à l'époque gracieusement aux chauffeurs, comme on appelle à l'époque le conducteur automobile. Et donc, en créant cet écosystème cognitif, il favorise le développement du marché automobile, et donc l'usure des pneus, et donc le marché des pneus. Extraordinaire. Les sentiers de la guerre économique, Soft Powers. Voilà, Nicolas Moinet. Merci. Merci.